Bonjour chers élèves, bienvenue à l'émission en classe sur l'ORTM. Je suis Madiouma Samoura pour vous présenter un cours sur la météorologie à l'intention des élèves de première année agro-pastorale. Ce cours, nous proposons le plan suivant. Le système 1, le système solaire. En 2, nous allons voir le système climatique. En 3, nous allons voir l'atmosphère, définition et différentes couches et ces différentes couches. En petit 4, définition de météores et de météorologie. En 5, nous allons voir différents types de météores. En 6, nous allons voir la composition chimique de l'atmosphère. Et ensuite, vous donner des notions sur expliquer les différences entre climatologie et météorologie. Bon, 1, le système solaire. Il s'agit là d'un ensemble d'étoiles, qu'on appelle aussi planètes, qui tournent sur elles-mêmes pendant un temps donné, et en même temps, ils tournent autour du Soleil pendant un temps donné aussi. Et nous avons une succession de planètes que vous voyez à partir du Soleil. Le Soleil est la source incandescente, c'est-à-dire qui donne la chaleur nécessaire à l'atmosphère. Vous allez constater que du Soleil, on voit à partir de quelques planètes, nous avons Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, ainsi de suite. Vous voyez les tailles. Les unes sont plus grosses que les autres. Les plus petites sont plus proches du Soleil. Ils sont solides. On dit qu'ils sont telluriques. Ils sont denses aussi. Et les plus grosses sont gazeuses. Les planètes sont des planètes gazeuses. Donc c'est le Soleil qui va émettre l'énergie, la chaleur nécessaire au fonctionnement de l'atmosphère que nous vivons, sur laquelle nous avons. Ce qu'on appelle le système solaire. Donc il y a une interdépendance entre ces éléments. Le Soleil, c'est la principale source d'énergie, de chaleur, qui commande le fonctionnement de l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle le système solaire. Ensuite, nous allons voir le système climatique ici, que vous voyez. Nous avons ici la carte, une sorte de ballon qu'on appelle l'image du globe terrestre. Et sur ce globe terrestre, vous allez voir il y a différents éléments et en rapport avec les états de la matière dans la nature. Vous allez voir, là, on voit ici Africa, la partie verte, et le jaune, le vert, le rouge qui sont là-dedans sont les terres. Bon, on appelle ceci la géosphère. C'est l'ensemble des terres sur lesquelles les animaux vivent. On appelle cela la géosphère ou souvent c'est la lithosphère. C'est la partie superficielle du globe terrestre. On appelle ça la géosphère. Nous avons l'hydrosphère aussi qui est là, qui est représentée par la couleur bleue sur le globe que vous avez en face de vous. C'est la partie liquide. Et il y a seulement les océans, les mers, aussi les fleuves que sont sur les continents et les lacs, les étendues d'eau sur les lacs ou les continents aussi font partie de l'hydrosphère. Ensuite, nous avons la biosphère. C'est l'ensemble des vivants, les végétaux, les animaux et d'autres types de vivants qui constituent la biosphère sur le globe terrestre. Ensuite, nous avons l'atmosphère qui est une couche de gaz qui entoure la Terre. Donc voici les trois éléments de la matière qu'on trouve sur le globe. Le solide, le liquide et le gazeux. Bon, maintenant, nous allons venir à la définition et les différentes couches de l'atmosphère. Comme je disais tantôt, l'atmosphère, c'est quoi? Il faut définir d'abord. C'est la couche de gaz qui entoure la Terre. Elle a une épaisseur d'environ 1000 km. C'est ce qu'on appelle la partie gazeuse dont on a parlé tantôt en voyant la boule. C'est ce qu'on appelle l'atmosphère. Donc c'est la partie gazeuse de la planète. Bon, nous avons différentes couches. Et les couches sont superposées sur l'atmosphère. Les couches de l'atmosphère sont superposées. Bon, nous allons voir à partir du bas vers là-haut, il y a une partie qu'on appelle la troposphère. Elle a une épaisseur de 0 à 12 km.
au niveau des pôles et de 0 à 18 environ au niveau de la zone intertropicale. Intertropicale veut dire quoi? Vous savez que sur la planète, il y a une division en fonction il y a une division zonale. Vous allez voir, la zone équatoriale, c'est celle qui va un peu de l'équateur en montant vers là-haut sur le ballon. De l'équateur, à partir du milieu du ballon en montant vers là-haut, vous avez des cercles qui se suivent. Donc ça, c'est la zone intertropicale de part et d'autre de l'équateur. C'est ce qu'on appelle la zone intertropicale. Nous avons le tropique du Cancer en haut et le tropique du Capricorne en bas. Donc c'est dans ces zones-là, entre ces évoluant, c'est une zone qu'on appelle la zone intertropicale. Au-delà, c'est les zones du bon vers les zones polaires. Bon, nous avons ensuite la stratosphère. On appelle la troposphère et la stratosphère, qui est pèse de 12 à 45 km au niveau des pôles et de 18 à 55 au niveau de la zone intertropicale. Vient ensuite la mésosphère, qui fait 45 km à 80 au niveau des zones polaires et 55 à 90 au niveau de la zone intertropicale. Nous avons ensuite la thermosphère ou ionosphère souvent, qui a une épaisseur de 80 à 90, voire jusqu'à 500 km au-dessus de nos têtes. Vient ensuite l'exosphère, qu'on appelle la zone interplanétaire. Là, les interventions de l'homme ne sont pas à ce niveau-là. Bon, nous allons voir maintenant l'atmosphère en images. Comme je disais tantôt, du bas vers là-haut, on va caractériser ces différentes couches-là. Nous avons d'abord la troposphère. Vous voyez la troposphère ici. La troposphère. Vous voyez la ligne droite, la limite supérieure est là. Chaque fois qu'on a une couche, la partie terminale, on ajoute pause pour limiter la partie terminale. Vous avez votre troposphère ici, et là, vous avez la tropopause. Vous voyez? Ensuite, nous avons la stratosphère, et elle est terminée par la partie supérieure qu'on appelle la stratopause. Nous avons ensuite la mésosphère, qui est la troisième couche, est terminée par la mésopause. Vous voyez? Donc ensuite, nous allons voir la partie terminale, la thermosphère, et terminée par la thermopause. Ensuite, vous avez ici leurs différentes épaisseurs. Vous voyez? Bon, nous allons essayer de les caractériser, une à une, ces différentes couches. La troposphère, c'est une couche qui est épaisse d'environ 12 à 18 km selon les positions sur le globe terrestre. Et la troposphère aussi est divisée en deux couches. La première qu'on appelle la couche géographique et une deuxième qu'on appelle la couche libre. La couche géographique, elle s'étend à peu près sur d'environ 3 km et renferme tout ce que l'homme fait au niveau du sol est ressenti à ce niveau-là. Les poussières que nous émettons, les fumées des usines, et les avions, tout ceci évolue à ce niveau-là, au niveau de la troposphère. Même des spores de champignons, comme les graines de pollen, on peut les rencontrer à ce niveau-là. Et là encore, on dit que sa température et son humidité changent, varient en fonction des heures, des jours et des saisons. C'est une caractéristique principale de la couche géographique. Et la température, vous constatez souvent que le matin, de bonne heure, la température est plus douce encore. Quand vous allez vers 10h, 11h, avec l'apparition du soleil, la température va changer. Donc, ça, vous voyez, en fonction des saisons aussi. Nous sommes en hivernage, il y a beaucoup d'humidité dans l'air, on sent moins la chaleur. Or, en saison sèche, c'est autre chose. Donc, voici les variations de la température, de l'humidité, de la troposphère en fonction des jours, des heures, des jours, des heures et des saisons. Bon, là, je disais tantôt, c'est une couche qui est très turbulente. Elle est très turbulente, dans le sens que tout ce qui fait l'homme ici se ressent un peu à ce niveau-là. Bon, au niveau, par la partie supérieure de la couche géographique, nous avons la couche libre. Elle est moins turbulente que la première couche. Ouais, donc, c'est les deux couches qui constituent la troposphère. Vous allez constater aussi qu'au niveau de la troposphère, vous avez, par exemple, les différents types de nuages.
Et puis certains sommets. Vous avez ici l'Everest, c'est un mont qui est le plus élevé. C'est une hauteur qui est plus élevée, 8848 mètres. On descend tout ceci se trouve dans la troposphère. Le cumulus, c'est le type de nuage. L'altocumulus, le styrocumulus, le cumulus, le cirrus, et ainsi de suite. Tous ces sont des types de nuages qu'on rencontre. Les nuages se forment surtout au niveau de la troposphère. Bon, maintenant nous allons voir, il y a le trait rouge que vous voyez du bas vers là haut, qui est une caractéristique aussi c'est la température, l'évolution de la température au niveau de la troposphère. Elle n'est pas uniforme, il y a une variation, mais elle est oblique. Autrement dit, ça veut dire que, vous voyez, ça va de la base, ça va de 15 degrés pour venir vers les moins 56 degrés. Ça a un sens, ce qui veut dire que la température va baisser à mesure qu'on va en altitude. Et cela est dû à un fait qu'on appelle le gradient thermique. Donc c'est une variation de la température à chaque 100 mètres. Bon, on appelle ça le gradient thermique qui est estimé à 0,6 degrés à mesure qu'on va à chaque 100 mètres. Donc chaque fois qu'on monte de 100 mètres, la température va baisser de 0,6 degrés. Donc, ce qui explique le caractère de le caractère oblique de la droite. Maintenant, au-dessus de la stratosphère, de la troposphère, nous avons la stratosphère. C'est aussi une couche qui est différente par son comportement et ces choses de la troposphère. Bon, on a ici représenté un avion supersonique, que les avions subsoniques sont de ce niveau-là, dont la vitesse est inférieure à celle du son, sont à ce niveau de la troposphère. Tandis qu'au niveau de la stratosphère maintenant, qui est la deuxième couche qui arrive, c'est les avions supersoniques, donc la vitesse est supérieure à celle du son. N'est-ce pas? Donc c'est à ce niveau aussi nous allons constater des nuages qu'on appelle des nuages nacrés, des nuages un peu bizarres qui rappellent un peu l'arc-en-ciel. Bon, la température, quand vous regardez au niveau de la température, vous avez bien que on constate une remontée de la température, donc la température commence à monter. Au lieu de baisser, la température, donc c'est une inversion de température. La température va changer, la courbe va changer de direction pour montrer qu'il y a une augmentation de la température. La température va augmenter. Au lieu d'être froid, elle va commencer à devenir chaud. Donc c'est ce qu'on appelle là une inversion thermique. À ce niveau, c'est le gradient thermique. Là, il y a cette inversion thermique pour montrer que la température devient très chaude. Et à ce niveau aussi, il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre. Vous voyez ici au fond, on parle d'une couche qu'on appelle l'ozone. L'ozone, c'est quoi? C'est une couche de gaz qui est environ à 20 cm, à 20 km à partir de la base, donc de la tropopause jusqu'à après à 20 km de hauteur. C'est une couche de gaz qui est là, qui nous protège contre les rayons ultraviolets du soleil. Le soleil tel qu'il émet le soleil, si nous devons les recevoir comme tels, on ne peut pas, tel que nous sommes, au point de supporter la chaleur du soleil. Donc c'est l'ozone qui est là pour amoindrir l'effet des rayons ultraviolets sur les êtres vivants. Ça, c'est une deuxième caractéristique de cette couche de la stratosphère. Bon, au-dessus de la stratosphère, nous avons la mésosphère. Vous voyez la mésosphère. Et elle est casée par quoi? Par des nuages nocturnes lumineux. C'est des nuages qui apparaissent la nuit, mais qui donnent des lumières bizarres. C'est le nuage nocturne lumineux ou des nuages avec des couleurs différentes. Bon, vous allez voir par rapport à la courbe, ça va de 0, la température va commencer à baisser encore. Donc il y a une variation de température de la base vers le sommet en fonction, à mesure qu'on va en altitude. Donc ça va de moins 40 jusqu'à moins 90 degrés, qui est la base même de la thermosphère. La thermosphère, c'est la température là-bas à ce niveau est causée par quoi? Des températures très élevées, qui peuvent aller jusqu'à 100 degrés, souvent, au-delà de 100 degrés, le jour et la nuit. Ça peut aller jusqu'à ce niveau-là. Bon, nous avons aussi des aurores polaires, qui sont des flammes multicolores qu'on voit souvent, de façon bizarre, qui ne sont pas encore bien expliquées. À ce niveau aussi, au niveau de la thermosphère, que nous voyons souvent des appareils, c'est le domaine militaire. Nous avons beaucoup d'appareils militaires à ce niveau, des satellites, et beaucoup de matériel militaire et des débris d'appareils volants qui sont à ce niveau-là. On rencontre souvent au niveau de la thermosphère. Au niveau maintenant de la thermosphère, maintenant nous allons voir l'exosphère qui est là, qui va au-delà de ce que nous connaissons, la température de l'atmosphère que nous voulons décrire.
Et en ce moment, on appelle ça la zone interplanétaire. Ça sort au-delà de l'atmosphère qui nous entoure. Bon, on va avancer un peu. Nous allons voir maintenant la définition de météore et de météore. Parce que dans la météorologie, vous avez météore. Avant de comprendre la météorologie, il faut comprendre d'abord le météore. Qu'est-ce qu'un météore? Nous avons défini un météore. On appelle météore tout phénomène observé dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle le météore. Mais l'étude de ces météores maintenant qui va nous donner la météorologie. D'où la définition de la météorologie suivante. La météorologie est la science qui étudie les comportements de l'atmosphère et leurs conséquences sur l'environnement et les activités humaines. C'est très important à comprendre. Et les activités humaines, l'effet de la météorologie par rapport aux activités humaines. On peut essayer de détailler en fonction des exemples. Vous savez, maintenant, nous sommes en hivernage. Et s'il pleut beaucoup, nous savons qu'il y a des inondations partout. À travers le monde, si vous prenez le cas actuel de la Chine ou de l'Asie, il y a beaucoup d'inondations. Donc, beaucoup de fleuves ont atteint un niveau supérieur à la normale. Ça, c'est un danger. Il y a des déplacements de population, il y a des destructions de champs, de cultures. Donc, c'est un problème. Ça, c'est sur les activités humaines. Un exemple. Bon, s'il n'y a pas d'eau non plus, il n'y a pas de pluie aussi, nous allons voir qu'il y a des sécheresses. Et là encore, ce n'est pas bon pour l'homme. Ça, c'est l'effet de la météorologie, de l'atmosphère sur ce que nous faisons. Et il n'y a pas un domaine qui n'ait pas besoin de la météorologie. La santé aussi, souvent. Quand on dit qu'il fait très chaud, il faut donner à boire aux enfants ou aux personnes âgées. Parce que la température a augmenté. Bon. Souvent, dans les pays développés, on a vu récemment dans l'histoire, il y a eu la canicule dans les pays développés, parce qu'ils sont habitués au froid. Mais quand la température atteint un certain niveau, ils ont trop de problèmes. Donc, beaucoup de personnes ont laissé leur vie à cause de l'extrême chaleur. Et souvent, quand il fait très froid aussi, on empêche souvent même aux enfants d'aller à l'école dans certains pays. Parce qu'il fait très froid, la chaleur et la fraîcheur. L'armée aussi, souvent, imaginez, s'il faut parachuter de matériel de parachutage, s'il faut les parachuter qui est trop de vent, on dit, bon, ça compromet un peu certaines opérations. Ça, c'est par rapport à l'armée. La navigation, si vous prenez le transport, sur les fleuves, s'il y a trop de vent, on déconseille que les embarcations fassent le déplacement. Même sur la mer est trop agitée, il y a aussi des problèmes pour les bateaux, les navires. Les avions aussi ne peuvent pas voler s'il y a trop de vent. Donc voici quelques exemples de l'effet de la météorologie sur ce que l'homme fait, en quelque sorte. Maintenant, on va avancer. Nous allons voir maintenant différents types de météores. Bon, parmi les météores, comme je disais tantôt, c'est les phénomènes qu'on observe dans l'atmosphère qu'on appelle les météores. Et parmi ces météores, nous en avons de gazeux, de aqueux, électriques et lumineux. Qu'est-ce que ça veut dire? Les météores gazeux, comme exemple, nous avons le vent. Le vent, c'est dans l'atmosphère. C'est au-dessus c'est dans l'air que nous voyons, entre ciel et terre que nous voyons les vents. N'est-ce pas? Ils sont de différentes sortes. En fonction de leur vitesse, les vents ont des noms. On va parler de cyclone, de typhon, n'est-ce pas, de brise, ainsi de suite. Donc, c'est différentes sortes de vents. C'est les vents qu'on appelle des météores gazeux. C'est des exemples de météores gazeux. Nous avons aussi des météores aqueux. Aqueux veut dire quoi? Qui est à base d'eau. Il y a de l'eau là-dedans. Les météores aqueux, nous avons par exemple la pluie, la rosée. La rosée, c'est quoi? C'est quand vous rentrez dans un champ le matin et à la sortie, vous allez voir que vous êtes tout trempé. Votre chemise est tout trempée. Parce que c'est dû à cette goutte d'eau, à ces gouttes d'eau qui sont déposées sur les feuilles pendant la nuit, qui trempent votre chemise. Ça, c'est un exemple. La neige aussi fait partie. Les brouillards font partie. N'est-ce pas? Les grêles font partie. Tous ces sont les grêles, c'est quoi? C'est quand il pleut, vous avez souvent la glace qui tombe sur le sol. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les grêles. Tous ces sont des météores aqueux. N'est-ce pas? Nous avons les météores électriques. Exemple, nous avons les éclairs. Quand il pleut, il y a souvent, vous voyez, des éclairs dans le ciel. Et c'est dû à quoi? Comme ça se fait dans le ciel, c'est des phénomènes dans le ciel. Voilà pourquoi on dit c'est des météores électriques.
Bon, cela se produit. Et prenez l'exemple quand vous avez à la maison, vous avez deux fils, les bornes de votre courant, du courant. Vous mettez le plus et le moins, ça donne des éclairs. C'est le même phénomène qui se produit dans l'atmosphère aussi, parce que les nuages sont polarisés, ils ont des pôles plus et moins. Quand le plus et le moins s'approchent, ça donne le courant. Donc c'est le même phénomène qui se produit dans l'atmosphère à partir des nuages. Nous avons aussi des météores lumineux qui donnent la lumière. Nous avons par exemple l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? Nous avons aussi le halo, nous avons aussi les couronnes. Bon, nous allons les voir en image. Bon, vous avez ici l'arc-en-ciel. Vous voyez? En dessous, vous avez ce qu'on appelle Alakam-Rouban Bambara, qui est l'arc-en-ciel. Vous voyez la couleur qui est là, le soleil levant, les rayons solaires qui apparaissent et qui vont. L'arc-en-ciel se produit, c'est la lumière blanche qui est décomposée en ces différents éléments. Parce que dans l'espace qu'on a dit tantôt, il y avait des gouttelettes d'eau. Quand les rayons solaires rencontrent les gouttelettes d'eau, ils décomposent les rayons solaires en ces différents éléments, la lumière blanche des rayons solaires en ces différents éléments. Donc, ils sont après cette couleur essentiellement, le rouge, l'orange, le jaune, et le vert, le bleu, le violet et l'indigo. Donc, c'est la lumière blanche qui est décomposée. La lumière blanche, on voit en général dans des points où il y a de l'humidité. Ça, c'est en hivernage qu'on voit ça assez souvent. On peut le voir aussi souvent là où il y a des jets d'eau ou auprès des chutes d'eau, n'est-ce pas? Ou souvent même quand vous voyez dans les lavages de motos, les parcs de lavage de véhicules, là, avec les rayons solaires, s'il y a des jets d'eau, souvent avec les gouttes d'eau qui jaillissent dans l'atmosphère, vous allez voir souvent l'arc-en-ciel qui apparaît. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est l'éclatement de la lumière blanche entre différents éléments, qui sont essentiellement de cette couleur dont j'en ai parlé tantôt. Bon, il y a aussi le halo. Vous voyez, donc il peut y avoir les halos lunaires et le halo solaire aussi. Hein. C'est un cercle qui va entourer les astres, soit la lune ou le soleil, dû au reflet des rayons émis par ces astres-là, par les gouttelettes d'eau. Ici, vous allez voir le halo. Le cercle, il est une bordure régulière. La bordure est régulière, ce qu'on appelle le halo. On peut voir ça souvent avec le soleil ou avec souvent la lune aussi. Nous avons en bas la couronne. Vous avez une écriture en bas qui veut dire photographie de la couronne solaire obtenue lors d'une éclipse totale du soleil. Bon, vous savez, la lune est un satellite du soleil. C'est-à-dire que, autrement, tout comme les planètes tournent autour du soleil, la lune aussi tourne autour de la Terre. Bon, en tournant autour de la Terre, maintenant, il peut s'interposer entre la Terre et le soleil. C'est ce qu'on appelle l'éclipse. Bon, ici, c'est une éclipse. Là, ça apparaît il y a donc le soleil émet des rayons qui vont taper sur la lune, qui va les refléter ces rayons lunaires ou les rayons solaires. Donc, ces rayons solaires maintenant qui vont donner toute une bordure comme ça qu'on appelle, vous voyez, contrairement au halo, ici les bordures sont irrégulières. La bordure est irrégulière ici. Ça, c'est ce qu'on appelle les couronnes. N'est-ce pas? Et ça, c'est le quatrième dessin, la quatrième photo, c'est une photo d'éclair. Vous voyez, c'est comme ce que vous voyez souvent en hivernage quand il y a la pluie. Bon, maintenant nous allons voir la composition chimique de l'atmosphère. L'atmosphère, c'est quoi? On avait défini, c'est la couche de gaz qui entoure la Terre. Et cette couche de gaz on a vu la structure, les différentes couches de l'atmosphère. Maintenant, il y a une composition chimique aussi. Il y a les parties chimiques de l'atmosphère qu'on va voir. Et parmi ces éléments chimiques que nous avons l'azote, qui est l'élément majeur. Il contient l'atmosphère. L'atmosphère contient 75% de sa masse. La masse atomique de l'atmosphère. La masse totale de l'atmosphère contient à peu près 75% d'azote. C'est un élément qui est très important, en ce sens qui intervient dans la formation des protéines animales. On dit souvent l'arachide et les légumineuses, comme l'arachide, le haricot, sont riches en protéines. C'est dû au fait qu'ils peuvent capter l'azote de l'air pour les transformer au niveau des systèmes racinaires en symbiose avec des bactéries, qu'on appelle les azotobactères. Donc ça, c'est un facteur très important. L'azote de l'air est assimilé directement. Donc l'eau aussi, on va consommer
et les protéines à partir de ces éléments-là. Voilà pourquoi on dit que le haricot est riche en protéines, et l'arachide aussi est riche en protéines, et les petits pois sont riches en protéines, parce qu'ils ont cette capacité de fixer de l'azote de l'air. Donc ça donne, en fonction, c'est en symbiose avec les microbes du sol, au niveau des systèmes racinaires des plantes, de certaines plantes, des légumineuses, font de la protéine. Bon, nous avons ensuite l'oxygène. En plus de l'azote, c'est les deux principaux éléments de l'atmosphère. L'oxygène est très important parce qu'il intervient dans la respiration cellulaire. Sans l'oxygène, on ne peut pas respirer, il faut de l'oxygène. Quand on parle de respiration, il s'agit de l'oxygène. Donc ça intervient dans le processus de respiration. Et le CO2 aussi, il est aussi important, même malgré la quantité de sa quantité dans l'atmosphère, 0,03%, il intervient en ce sens que les plantes aussi l'assimilent à travers un phénomène qu'on appelle l'assimilation chlorophyllienne, ou on l'appelle aussi la photosynthèse. Vous savez, je disais tantôt, quand on parlait du système solaire, que tout va ensemble. Le système, tout va ensemble, n'est-ce pas? Le CO2, c'est le gaz. Mais en fonction de la lumière que le soleil va émettre, les plantes vont absorber le carbone pour libérer l'oxygène. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc la fabrication de la matière organique par les plantes en présence de la lumière solaire pour donner la matière organique. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Je reprends. La photosynthèse, c'est quoi? C'est l'assimilation, la prise de carbone dans le gaz carbonique de l'atmosphère en présence de lumière solaire par les plantes pour former la matière organique. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc sans le carbone aussi, on peut dire qu'il n'y a pas de matière organique, parce que le carbone va manquer. Nous allons voir ensuite, il y a des gaz rares, comme le krypton par exemple, le néon et l'hélium. Tous ceux-ci sont des gaz, mais dont les rôles ne sont pas bien connus encore dans l'atmosphère. Nous allons voir ensuite, là, l'ozone. L'ozone, c'est quoi? On a vu, quand vous voyez là, la stratosphère, c'est cette couche-là qui est là, de gaz qui est là, sur à peu près au-dessus à partir de la base de la stratosphère jusqu'à 20 km environ, qui nous protège contre les rayons solaires, les rayons ultraviolets du soleil, que nous ne pouvons pas supporter sans la couche d'ozone. Vous savez, à Bamako, il y a une entreprise qu'on appelle Ozone, qui évolue dans le domaine de l'environnement, le ramassage d'ordures. Bon, c'est pas l'ozone, l'entreprise n'est pas telle que l'ozone, mais il se donne le nom de l'ozone pour simple dire que lui travaille dans le domaine de l'environnement. Or, l'environnement sans la couche d'ozone ne serait pas comme nous le connaissons aujourd'hui. Parce que le soleil allait tout brûler, les rayons ultraviolets du soleil allaient tout brûler. Donc l'ozone qui nous protège contre les rayons solaires, les rayons ultraviolets du soleil. Nous allons voir aussi, il y a aussi de l'eau dans l'atmosphère. L'eau dans l'atmosphère existe aussi sous plusieurs formes. Vous allez voir, ils sont de vapeur. C'est quoi? Et souvent, nous sommes en hivernage. Quand vous regardez après une pluie sur les collines de long à Bamako ici, vous allez voir qu'il y a la sorte de fumée. Ce n'est pas de la fumée en réalité, mais c'est de l'eau. C'est la vapeur d'eau. L'eau existe sous forme de vapeur d'eau de l'atmosphère, donc de façon invisible. Souvent, on ne voit pas. L'eau existe dans la mer qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Du moins, c'est de façon invisible. Non, c'est l'eau invisible. C'est la vapeur d'eau que nous voyons. Mais à un certain niveau, il est visible. Mais l'eau aussi peut exister sous forme de gouttelettes. Quand vous voyez les nuages sont des gouttelettes d'eau. En fonction de leur forme, les nuages prennent différents noms. Sinon, c'est aussi de l'eau, sont des gouttelettes d'eau. L'eau aussi peut exister. Comme vous voyez les précipitations, par exemple, les pluies, les neiges et consorts, là, parce qu'ils ont atteint certaines dimensions. Donc, c'est les formes visibles que nous voyons. Ce qu'on appelle, tous ceci sont les formes de l'eau. La forme invisible, qui est la vapeur d'eau. La forme de gouttelette, ça c'est les nuages que vous voyez. Et l'eau aussi, sous forme de liquide que vous voyez qui descend, qu'on appelle l'eau, telle que nous voyons par travers les pluies. Bon, ceci dit, voici la composition chimique de l'atmosphère. Et nous allons voir vers la fin qu'il y a aussi essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est que la climatologie et la météorologie. Donc, tout ceci, vous voyez, il y a climat. On a parlé de système climatique tantôt en parlant de météorologie. Donc, c'est pour dire que c'est des choses qui vont ensemble. Mais à des différentes petites nuances près.
La météorologie, on se situe dans le temps. La météorologie étudie les mêmes phénomènes que la climatologie. Il s'agit de quoi? Les vents, les pluies et consorts, tout ce qui se produit dans l'atmosphère. Mais la météorologie s'occupe du présent et le futur. Donc c'est la prospection du présent et le futur. Tandis que la climatologie étudie ces mêmes éléments dans le passé. 10, 20, 30, voire plus, pour voir comment l'atmosphère a évolué dans le passé. On parle de plus en plus de changements climatiques. Sans les études faites par la climatologie, on n'allait pas pouvoir comprendre les variations de l'évolution de l'atmosphère dans le temps, pour les comparer à ce que nous voyons aujourd'hui qui nous pose beaucoup de problèmes. C'est ce qu'on appelle la climatologie. Je reprends, la météorologie fait de la prospection. C'est-à-dire d'aujourd'hui, demain, après-demain, tout comme vous voyez souvent à l'ORTM, on dit souvent le temps qu'il fait, on vous donne la température, beaucoup d'éléments sur aujourd'hui. On peut vous dire la température va varier demain, après-demain, ainsi de suite. On va même prévoir le temps, mais le temps aussi est versatile, c'est-à-dire qu'il peut changer d'un jour à l'autre, ou d'un moment à l'autre. La météo fait aujourd'hui, demain, après-demain, pendant après 4-5 jours. Tandis que la climatologie étudie les mêmes éléments dans le passé qu'on appelle la rétrospection. La météorologie fait la prospection, la climatologie fait la rétrospection. Voici ce qu'on veut dire par rapport à la météorologie. Bon, ceci dit, je vous remercie pour votre attention.